Coucou Gary. Coucou Nicole. Joli bordel. Alors aujourd'hui, deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce livre qui est d'ailleurs le premier que tu as publié. Absolument. Bullshit, ceci n'est pas une histoire d'amour. Avec un petit jeu de mots aussi sur le fait que parce que en anglais bullshit ça veut dire raconter des cracks, raconter des bêtises, enfin et donc avec cette référence aussi à la corrida qui est dès le début du livre où en fait on va se rendre compte que le personnage principal qui est Chloé se retrouve à vivre avec un pervers narcissique manipulateur, personnage très obscur, très sombre, qui contraste complètement avec elle, son côté solaire, l'accomplissement qu'elle était arrivée à avoir dans sa vie à New York notamment, dans sa carrière, alors qu'elle avait eu un parcours plutôt chaotique jusqu'ici. Chaotique, oui et non quand même. Chloé, c'est quand même quelqu'un qui a commencé à travailler jeune, à 17 ans, et après 19 ans, vraiment s'est lancée dans une carrière professionnelle dans l'hôtellerie. Par les circonstances, elle n'a jamais cessé de travailler. À New York, elle avait quand même sa boîte. Chaotique dans sa vie de femme. Une belle réussite quand même professionnelle. Tout à fait. Très indépendante. Très indépendante. Mais effectivement, une vie de femme, alors là, effectivement, tu peux dire... chaotique. Je sais pas si j'aime vraiment le mot chaotique, parce que je trouve que ça la rabaisse un peu. Pardon, non, mais je veux dire, par rapport à aujourd'hui, on dirait atypique, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui fait plein d'expériences, qui tente plein de choses. A pas fait 3 CDI les uns après les autres, c'est pas le genre de Chloé. Absolument. C'est complètement ça. C'est une aventurière, elle tente des choses, et là elle se dit je vais me ranger, je vais trouver un bon gars, en plus il vit dans le pays où habite ma famille, donc ça va être l'occasion de me ranger, ça va être l'occasion un peu de trouver un peu le prince charmant. Alors en fait oui, c'est-à-dire que elle fait cette rencontre. Elle fait cette rencontre grâce à quelqu'un, en fait, quelqu'un qui lui présente. C'est en boîte de nuit, il fait très nuit, et elle a pas tout vu. Donc, mais ils passent une première nuit ensemble, mais elle, dans sa tête, prête à repartir pour New York, parce que New York, il faut faire quand même, c'est très important. C'est vraiment là où elle se sent chez elle. Jamais elle n'aurait pensé, imaginé quitter New York. En revanche, le charme de cet individu, la lettre qu'il lui laisse à l'aéroport avant qu'elle parte, voilà, la prend, l'emmène quelque part. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris. Je peux t'en parler. Mais bien sûr. Moi, je suis auteur, j'ai écrit des lettres, etc., même des lettres d'amour. En général, quand on écrit une lettre d'amour, ça marche pas, ou c'est une situation qui est désespérée, et là, on voit qu'il arrive à la conquérir avec cette simple lettre, très mystérieuse, finalement un peu manipulatrice quand même, mais parce que complètement. Il est très fort pour ça. C'est sa grande qualité. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un banquier, aucun rapport avec cette profession. On n'a jamais dit que les pervers narcissiques manipulateurs étaient des gros cons, bien au contraire. Et c'est ce qui les rend finalement aussi dangereux, c'est qu'on s'éprend quand même de gens, on espère pouvoir s'éprendre de gens intelligents, et ils ont cette capacité quand même de se rendre fascinants. Tu vois, bien sûr. Et la lettre, effectivement, qu'elle reçoit, c'est juste un écho à qui elle est et ce qu'elle a parcouru. Chloé, dans sa séduction, Chloé, son parcours entre 20 et 30 ans, a été une carrière, mais aussi sa vie intime, juste un gars après l'autre, en espérant que ça soit le bon. Effectivement, elle a aussi cette soif de connaître cet amour qu'elle n'a jamais connu, tu vois. Pas que des gars d'ailleurs. Tu vois. Pas que des gars. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi
cet exemple qu'elle a à la maison, tu vois, sa mère, son père, ensemble, et d'ailleurs ce couple forme un réel amour, ça se voit, ça se ressent, il y a des gestes, c'est très dans la séduction. Donc, je veux dire, Chloé, elle a grandi avec ce passé-là. Hein, il y a cette espérance de reproduire le magnétisme qu'il y avait entre ses parents. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, pour elle, finalement, cette rencontre avec Cédric, c'est on y va, allons-y, puisque toute la vie de Chloé c'est ça, on y va, allons-y, allons expérimenter. Ah, bing, borderline, here I am, I'm back, let's go, let's try it. Tu vois, et donc elle fait ce pas énorme que de quitter New York, son entreprise, parce qu'elle avait monté aussi son entreprise, traverser l'Atlantique pour revenir à un endroit qu'elle a toujours fui, la Suisse, Genève. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, Chloé va revenir dans un monde très fixe. Elle va essayer de reproduire la situation de ses parents, reproduire la stabilité, et finalement se retrouver avec quelqu'un qui a déjà 2 filles. Qui est assez exécrable dans l'intimité et qui va la pousser finalement à faire qui va pousser son côté borderline et qui va essayer finalement de la manipuler, de l'exploiter, et puis finalement de la détruire. Mais avant tout ça, il y a Chloé qui arrive en Suisse. Et là, c'est moi qui arrive en Suisse. Et là, je tombe, je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout quitté pour un homme que je ne connais pas. J'ai tout quitté pour un homme que je ne connais pas avec ses 2 filles adolescentes et je vais m'installer directement chez lui. Oui. Et en plus de ça, donc je rentre moi-même dans une dépression et tout le monde va prendre cette dépression après 1 an de vie avec cet homme. La dépression, j'ai quitté New York. L'excuse, c'était New York. C'était pas qu'est-ce que j'ai fait. Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Donc autant il me met sur un piédestal et j'avais besoin de ça et j'avais besoin de vivre durant 20 et 30 ans, j'ai vécu des relations, j'ai vécu une relation avec une femme pendant 3 ans et demi, j'en avais besoin après l'anorexie, je ne pouvais plus m'approcher forcément, recommencer une vie charnelle avec des hommes, donc c'était cette femme qui m'a réappris à me lier de nouveau à mon corps. J'ai été avec un homme marié et là, effectivement, j'ai eu une vraie histoire d'amour, mais qui était impossible. Et j'ai eu un fiancé un peu similaire finalement à Cédric, ce personnage qui vous accepte comme vous êtes, mais pas tout à fait. Parce que finalement, Cédric, ce qu'il a aimé en Chloé, c'est cette femme-là, c'est cette indépendance, c'est le fait qu'elle soit à New York. Il était très fier de cette femme. Avant de rabaisser, on aime qui on va rabaisser. D'accord, je n'avais pas forcément compris ça. Ah bah oui, elle ne va pas prendre non plus celle qui doit prendre en main. En revanche, quand Chloé arrive en Suisse, elle a plus sa boîte, elle a 12 ans d'hôtellerie derrière elle, de journalisme derrière elle, mais dans mon cas, c'était un autre cas. Et elle a cette page blanche devant elle où elle s'est dit « je vais réussir ce couple ». De la même manière que j'ai réussi mon entreprise, je vais réussir ce couple. Voilà, elle s'est mis ça en tête et c'était fini. Tu vois, donc de nouveau aussi ce côté borderline, cette responsabilisation qui t'emmène à vivre une histoire. Tu vois ? Donc il n'a pas tout de suite été... ce qu'il est par la suite. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pas tant que ça, 3, 6, 9 mois. Surtout, moi, ce que je trouve qui est remarquable quand je l'ai relu, c'est le malaise qu'il y a dans cet intérieur. On sent que c'est quelqu'un qui est... Alors, c'est peut-être le fait de l'avoir relu après coup, peut-être, où on projette les choses qu'on a lues à la fin, au début. Mais on sent tout de suite on se sent un peu comme dans un film d'Hitchcock ou dans Shining. Hein. Il y a un petit côté film d'horreur. En plus, toi, tu soulignes ça avec l'idée de la corrida dès le départ. C'est-à-dire que
c'est quelque chose qui rythme le livre. Il y a une question de mise à mort. Il y a une question, en fait, je sais pas si tu te souviens de la chanson de Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux, etc. Ouais. Donc, et en fait, on sent on a du mal à comprendre aussi la cruauté, la gratuité de ce personnage qui est pervers narcissique. C'est très difficile d'avoir de l'empathie pour lui, de comprendre ses tenants et ses aboutissants et pourquoi il fait ça, quoi. En fait, je pense que d'abord, ce qui est troublant, c'est ce qu'ils vont vivre les deux, et après, c'est ce que Chloé va vivre seule de son côté. Parce que Cédric a ses 2 enfants qui viennent, tout d'un coup, une scène qui pourrait être joyeuse, finalement, va écarter Chloé de ce petit clan, parce qu'il fait en sorte que c'est mes filles, donc de toute façon, t'as rien à dire, mais en revanche, viens t'asseoir avec nous, viens, on va se balader. Il laisse pas non plus respirer Chloé comme il devrait. Il y a aussi cette relation qu'il va entretenir avec mes parents. Soyons honnêtes, voilà, la séduction refait surface. Ma mère totalement séduite par cet homme, donc il a su très bien tisser. Il va déjeuner tout seul avec mon père, il n'y a pas de souci. Et il commence aussi à dire votre fille, elle va pas très bien, nanana. Tu vois, tout va c'est en crescendo, c'est très bien étudié, c'est très bien fait pour que finalement il arrive à prendre Chloé, la foutre au milieu, et il dit voilà, maintenant je t'ai. Et maintenant tu bouges pas de là. Tu vois ? Parce qu'il n'y a pas que les parents, il y a tout l'entourage. Mais c'est tout l'entourage, c'est pour ça que la corrida, quand j'ai été voir la corrida, j'ai tout vu. Parce que ce qui est intéressant, c'est le public. C'est le public qui adhère à tout ça, c'est ça. Qui applaudit, qui prend le petit ruban blanc. Oui, finalement, ce n'est que du sport. On est tous, on est tous en train de regarder. Tout le monde voyait bien qu'il y avait quelque chose de malsain avec Cédric et Chloé, avec moi et cet homme-là. Quand on arrivait quelque part, ça prenait trop de place. Il a une espèce de prétention et puis vulgaire, tu vois. Et puis le rire trop fort, tu vois, le rire trop fort. Et tout le monde rit, mais en même temps on se dit mais c'est qui ce guignol, tu vois, c'est tout ça qui est mis en scène. Et dans cette société justement de nouveau qui ne dit rien mais qui laisse faire petit à petit. Et ce qui arrive avec Chloé, c'est que moi je suis revenue en Suisse, mais j'avais plus de cercle amical, parce que moi j'étais partie il y a très très longtemps. Et donc quelque part play the game. Tu vois. C'est ce qui m'a... Il y a un peintre que j'aime beaucoup, un peintre qui a peint beaucoup les masques, qui s'appelle James Ensor. Et parfois, c'est glaçant. C'est-à-dire que... et on se retrouve cette ambiance. Tu parles des rires, tu parles de ces gens-là qui sont là. Et vraiment, à la toute fin du livre, pardon de dévoiler un peu, mais quand il commence à y avoir des esclandres publics, parce que finalement cet être est d'une vulgarité telle que ça finit par éclater aux yeux de tout le monde, et quand même les gens laissent faire. Chloé va tomber sur 1 ou 2 personnes qui vont réussir à l'aider, mais très peu finalement. C'est ça l'être humain, c'est la tristesse de l'être humain de pas prendre parti de pas sauver quelqu'un, parce que donc ce qui s'est passé aussi, c'est tout s'est très bien tissé, puisque Chloé va avoir un accident 1 an après son arrivée. Donc il y aura un infarctus rétinien bilatéral, où elle va perdre sa vue, où elle va perdre sa liberté, puisque il faut s'imaginer, tout d'un coup on vient chercher ta voiture. Toi, ta seule liberté que tu as, tu es dans une maison cosy au milieu de la campagne. Tu te dis, bon, j'ai la bagnole, je peux partir, je peux aller prendre de l'air. C'est comme ça que je peux prendre mes aises au moins. Et là, il n'y a plus rien. On vient chercher ta bagnole. Et t'as le mec à côté de toi qui rigole. Ah, puis en fait, ta voiture, je peux la donner à ma fille. Elle va fêter ses 18 ans dans 2 mois. Elle en a besoin d'une. Allez, on fait ça, non ? Tu vois ? Et tu sens qu'il y a quelque chose qui se referme. Et tu ne peux rien dire. Parce que tout d'un coup, il y a de la pitié. Il va créer une forme de pitié autour de ça, autour de ce corps qui s'affaiblit.
Parce que quelque part, le corps ne s'affaiblit pas pour rien. Ouais. Il est lui-même dans un silence tellement profond qu'il doit s'exprimer. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il y a cette intériorisation, d'ailleurs, qui mène à la maladie, notamment aux maladies auto-immunes, on va en parler. Mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est l'abus. C'est l'abus physique. C'est-à-dire qu'on voit passer assez vite que Chloé se retrouve malade, se retrouve mutilée, pardon. Hein. Il y a une idée de quasiment de mutilation après le fait qu'elle perde à moitié la vue. Hein. Et puis derrière, les abus physiques qui continuent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre... il n'y a pas la moindre humanité chez cet homme-là, quoi. Il y en a une si finalement c'est bon pour lui, mais les abus physiques, c'est des abus sexuels. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui a des fantasmes très puissants et qui veut à tout prix les assouvir et qui embarque Chloé dans ce délire. Avec le parcours que j'ai, à nouveau, il y a sens. Il y a sens. Et il y avait une honte énorme à parler de ça. Énorme de dire tout ce qui me faisait faire sexuellement. C'était terrifiant. C'était terrifiant dans une société où tu ne peux absolument pas en parler. Parce que des abus verbaux, il y en a eu tout le temps. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vu quelque part avec mon père. Je le voyais parler mal avec mon père parce que c'était une autre époque. Donc, j'avais fait référence à ça. Et d'ailleurs, mon père m'avait dit un jour, « Ah, s'il te parle mal, laisse passer. Regarde tout ce qu'il t'offre. Regarde la vie qu'il t'offre. Voilà le langage qu'on te dit. » Et toi, tu es en train de vivre quelque chose qui est complètement autre chose et tu ne sais même plus la part de ce qui est bon ou pas, de ce qui est réel ou pas. Tu dis, est-ce que je dois vraiment faire tout ça ? Tu deviens l'objet, parce que si tu ne le fais pas, c'est encore pire. Et là, il va te le faire payer, mais au centuple. Donc, de toute façon, tu vas finir par abdiquer. Toutes ces envies vont finir par être réalisées. Et j'étais devenue ça pour cet homme-là. Et ce qui m'a sauvée, c'était le fait de vraiment fermer mes émotions, mais à triple tour, que mon âme ne soit même pas identifiable. 2 choses m'ont marqué là-dedans. C'est la question... parce que là, on n'est pas dans le devoir conjugal. Hein. Là, on est vraiment dans l'abus. Enfin, il y a des scènes qui sont... moi, je voudrais que le lecteur découvre, comme moi j'ai découvert. Des scènes qui sont très choquantes. Voilà. Et est-ce qu'il a senti... deuxième chose, est-ce qu'il a senti vraiment que il y avait ce passé-là? D'ailleurs, je crois si à un moment t'en parles parce que dit qui te reprochait qui reprochait à Chloé d'avoir eu cette vie sexuelle trop épanouie et qui décidait finalement qu'il la blâmait en public pour ça, je crois, et que de l'autre côté, en fait, il en profite complètement. Alors, c'était quand on s'est découvert, évidemment. Il m'a parlé de lui, je lui ai parlé de moi. Le fait qu'il se soit converti au judaïsme, c'était aussi un parcours intéressant, je trouvais assez intéressant. Finalement, sois fier de ça, tu as choisi une religion. Et de mon côté, je lui ai raconté évidemment mon parcours de mon adolescence. J'aime pas le mot difficile, ni de souffre, ni rien, juste quelqu'un qui a une fille qui a vraiment suffisamment vécu de ce viol. Donc il a pris, évidemment, pauvre petite chose, laisse-moi prendre soin de toi. Et c'est comme ça qu'il a fait, ce qu'il a fait de moi pendant 6 ans. Mais à nouveau, on le voit très bien, Chloé avait besoin de vivre ça. Elle avait besoin de rencontrer Cédric pour finalement commencer ce travail sur l'abandon. C'était écrit, mais à la perfection. C'est tout. Et on peut dire tout ce qu'on veut, oui, mais t'aurais pu éviter, nanana. Mais il n'y a pas dans la vie,
on fait pas la vie avec des si, ni si j'aurais pu. Ouais. C'était comme ça. Et pour ceux qui lisent le livre et vont le trouver abominable, oui, il l'est. Mais il y a une chose, Chloé s'en sort. Chloé, à nouveau, surmonte et elle va en faire quelque chose de positif. C'est ça qui est intéressant. Si de nouveau, excuse-moi, mais si de nouveau tu vas te mettre dans la victimisation, mais c'est sa faute et c'est sa faute. Combien de fois j'ai entendu de femmes qui disent « Ah, mais je suis encore retombée sur un même mec ». Et j'ai dit « Mais tu te poses pas la question si le problème ne viendrait pas de toi ?» Je veux dire, ça te dérange pas non plus de chaque fois répéter les mêmes conneries et jamais faire le travail finalement nécessaire pour justement ne pas les attirer, parce qu'on attire qui on est. J'ai attiré finalement qui j'étais aussi. Ouais. Je ne te dis pas que j'étais pervers, narcissique, manipulatrice, mais j'étais aussi bancale que lui n'était fou. Oui, bien sûr. Mais, tu vois ? Tout à fait. Après, ce qui me frappe, c'est que enfin, ce qui frappera peut-être le lecteur, c'est vous, lectrice, c'est que on pense que Chloé en a fini avec son passé borderline, et elle a jamais été autant à la limite de mourir que dans les bras de cet homme-là. Je pense que de toute façon, on n'en finit jamais avec cette fragilité du borderline, jusqu'à aujourd'hui. Et elle est très belle. Et avec lui, elle a pu... Elle a été... comment dire ? Bah, tu disais que c'était l'étape, en fait, qu'elle s'est vraiment rendue compte d'un travail qu'elle devait faire sur elle-même. Oui, mais pendant qu'elle le vivait, elle n'avait pas le temps de voir ça. Oui. Et c'est ce qui la maintenait en vie. C'est ce qui la maintenait en vie. Tant qu'elle n'avait pas la peur au bide, tant qu'elle n'avait pas encore ressenti cette peur au bide, elle ne pouvait pas le quitter. C'est quand tout d'un coup elle a réalisé à qui elle a affaire, quand tout d'un coup elle a réalisé qu'il y avait des caméras, qu'elle était avec que l'ordinateur était hacké, que le téléphone était sous écoute. Là, elle a commencé sérieusement à flipper. Jusqu'à là, non, pas encore. Et d'autant plus qu'elle avait sa fragilité physique, qui commençait finalement à prendre beaucoup de place, ce qui l'ennuyait aussi, finalement, à lui. Ouais. Tu vois ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette fêlure sur laquelle il peut exploiter, qu'il peut travailler, et en même temps, en fait, ça commence à devenir moins fonctionnel, ça commence à moins marcher. Finalement, on a l'impression que qui traîne un peu. Il y a des scènes qui sont assez difficiles, mais qui traînent un peu Chloé, finalement un peu à l'abattoir, quoi. Parce que, qu'est-ce qui serait arrivé si... Tu t'es pas posé la question, qu'est-ce qui serait arrivé si Chloé était morte ? À cause de lui ? Tu parles d'infarctus. Oui. J'aurais pas dû te lancer sur ce... Mais finalement, c'est comme jeter une pièce en l'air, un infarctus. C'est-à-dire, c'est 50-50, non ? Bien sûr, ça aurait pu arriver au cœur aussi. Mais après, ça c'est le destin de chacun. Ouais, c'est le destin de chacun. Tu vois, ce qui est intéressant là, moi je pense que dans ce livre, en fait, ce qui est encore le plus intéressant, c'est pas seulement ce qu'elle subit, c'est à nouveau l'entourage. Parce que ce qu'on va voir avec le parcours finalement de Chloé, c'est l'entourage, le comportement de l'entourage, qui finalement ne réagit jamais. Jamais. C'est très choquant ça. Et là, dans Bullshit, ceci n'est pas une histoire d'amour, on le voit très bien avec les parents à nouveau de Chloé, où finalement la mère prend le parti pris d'être la bourgeoise fin finie en disant « ma fille est casée ». Ouais, enfin. Ouais. Et mon père, enfin, elle nous fait plus chier. Ouais. Et financièrement, tout va bien. Donc, et un jour d'ailleurs, ma mère me l'a dit, et dit chaque problème que tu auras dorénavant, tu vas le résoudre avec ton mari. Donc, c'était quand même le comble, c'est-à-dire que tous les problèmes que j'aurais pu avoir avec mon mari, il y avait qu'une personne avec qui parler, c'était avec mon mari. Donc, quand même assez fou. Donc, tous les problèmes de santé que j'ai eus, elle me dit, moi, c'est mon mari qui a pris soin de moi. Donc, aujourd'hui, tu as
quelqu'un qui va prendre soin de toi. Et les œillères, le déni, à nouveau, ce déni gigantesque fait en sorte que tu peux passer à côté de drames à cause du déni. Tu peux passer à côté de ta meilleure amie qui est en train de vivre un truc juste macabre par le déni. Juste parce que les gens ne veulent pas regarder, ne s'arrêtent pas, ne regardent pas la personne dans les yeux et lui posent la question « Comment vas-tu ?» Maintenant, tu t'assieds avec moi et je veux savoir exactement comment tu vas. Et ça, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup ancré dans les mœurs, mais énormément. Parce que il me semble qu'il y a des gens qui tournent le dos à Chloé. Des gens mais qui sont proches d'elle, qui veulent même pas entendre parler de sa souffrance. Mais c'est même pas tourner le dos. Il a fait en sorte que de toute façon, la fautive, c'est moi. Ouais, mais ça aujourd'hui, tu vois, on parle, ce livre est sorti en 2016, la première édition, et on parlait pas encore tant que ça du pervers narcissique manipulateur. Cette histoire a été vécue entre 2005 ou 2004 jusqu'en 2010. Donc à une époque où on ne parlait pas du tout de pervers narcissique manipulateur. Aujourd'hui, on est en 2025, on en parle et c'est tant mieux, il y a tout un mouvement. Mais c'est encore dans une forme très victimisante de la femme. Au lieu de prendre cette responsabilité de se dire « j'ai attiré ça aussi ». Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour ne plus attirer ce genre de personnage ? Peu importe ce que tu as vécu dans l'histoire, fais en sorte de ne plus jamais revivre, putain, cette histoire. Ouais. Mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident, mais rien. Et attends, vivre, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas évident. Ah, c'est difficile. Ouais, bon, bah, écoute, c'est bon. Tu te réveilles le matin et puis tu commences à faire ton travail, fais ton taf. Parce que ce truc de ah, pauvre petite chouchou, oui, ça va un moment. Mais non, vas-y, regarde-toi. Ah. Et c'est important. Moi, j'ai eu honte de moi. Et il y a cette scène que je n'oublierai jamais, puisque le borderline, tu m'as posé la question tout à l'heure, jusqu'à quand le borderline ? Là, il est flagrant, le borderline. Quand je l'ai utilisé pour finalement reprendre ma part qui m'appartenait, ma sexualité, puisque c'est ça où il a attaqué. Il a dit, elle, je vais la violer jour et nuit. Et je vais faire en sorte qu'elle soit violée jour et nuit par tant d'autres. Et ça, je devais reprendre. Donc, j'ai été le tromper. J'ai pris en main cette sexualité. Je dis, je vais faire quelque chose derrière son dos. Bien évidemment, il l'a su. Et il a transposé ça dans le borderline. Ce qui a fait qu'ils m'ont emmené de force voir un psychiatre, bien entendu, qui n'était pas mon psychiatre d'adolescente, celle qui me connaissait si bien et qui aurait compris ce qu'il fallait faire à cet instant-là. Il m'a emmené vers quelqu'un de neutre, alors vraiment pour le coup très neutre, avec une cravate très très moche, je m'en rappelle, et des dessins très moches aussi derrière lui. Mais il m'a servi, cet homme-là, parce que grâce à lui, pour la première fois, en 6 ans, j'ai pu exprimer à voix haute ce que j'étais en train de vivre. Et ce qui m'a permis enfin de réaliser que rien de ce que je ne vivais était normal. Ouais. Rien de ce qui me faisait subir était normal. Parce que quand tu es dans l'action, quand tu te fais tringler, tu le fais parce qu'il faut le faire. Donc tu ne penses pas en fait à c'est normal ou pas. Il n'y a pas de ça dans ta tête. Tu dis, il faut que ça passe. Je buvais comme une pochetronne à l'époque. Au moins ça. Tu vois ? Pour que ça passe, ouais. Pour que ça passe. Donc, quelque part, cet instant, avec ce psychiatre, que je ne reverrai plus jamais après, m'a enfin... Waouh, ok, là, il faut que je me casse. Et ça, c'était le début. Et ça a pris beaucoup de temps. Tu vois, parce que il fallait... effectivement, là, on est dans un film psycho des années 90, Sleeping with My Enemy avec Julia Roberts, tu vois. Et effectivement, j'étais en train de vivre ça, sans m'en rendre compte, c'était ça. Et j'avais pas cette mère qui revient, où je lui suppliais de l'aide, et elle m'a rejeté, mais instinctivement. Elle me dit, tu te démerdes. Ça, c'est ton couple, je ne veux rien savoir.
Puis je veux plus être responsable de toi. Je veux plus avoir cette charge. Ouais, une femme en couple, mais ça c'est de la vieille époque. Les femmes quittaient leurs parents très tôt pour se marier très tôt et elles devenaient très femmes aussitôt. Voilà. Il n'y avait pas de transition. Tu n'es plus la fille de. Tu es devenue une femme de. Voilà. Ouais, bien sûr. Et pour ma mère, voilà. Donc ma mère, quand elle a pris ce livre en main. C'était très drôle, je la vois encore hier en train de traverser le jardin de gauche à droite. Elle l'a jeté, elle a hurlé. Comment as-tu pu faire ça? Parce que de nouveau, on parlait d'elle, c'était sociétal. C'était on met en avant quelque chose, on met en avant notre nom. Tu as sali quelque chose. Et en fait, non. Des amis à elle, de 70 ans, l'ont appelée et dit tu remercieras ta fille. Ça fait 30 ans que je me tape un mec comme lui. Bon, tu me diras peut-être sans les scènes sexuelles, hein, la pauvre. Mais, tu vois, et tout d'un coup, elle a reçu... Ah oui, il y a vraiment, il y a vraiment eu des femmes qui ont dit... Ah oui, mais je bien suis sûr, avec des amis à ma mère, et c'est là où ma mère a pu changer son optique et finalement prendre ce livre, prendre cette histoire, qui évidemment Chloé est un écho... et se dire, ok, mais pas de pitié. Non. Elle n'est pas venue vers moi en train de me dire pauvre chérie. Hein. Ça, c'est hors de question. Et tu penses qu'en fait, c'était quelque chose de... C'est-à-dire que c'est un phénomène sur lequel aujourd'hui on arrive à mettre le doigt, qui fait partie aussi, tu l'as dit, d'une certaine évolution personnelle. Mais c'était quelque chose qui existait avant. Mais bien sûr. On les appelait les tyrans aussi. Ouais, d'être avec un tortionnaire, d'être avec quelqu'un qui te fait beaucoup de mal, parce que il y avait pas forcément. C'est vrai que la société était plus contrôlée avant. Tu savais où les gens allaient, dans quel bar ils allaient. Enfin, tout le monde prenait pas l'avion tous les 4 matins. Et là, on se retrouve vraiment avec quelqu'un qui espionne Chloé nuit et jour. D'ailleurs, tu dis, il y a des caméras chez lui, l'ordinateur piraté, ce genre de choses. Donc, et du coup, ça fait aussi écho à ce que vivent beaucoup de femmes, ou ce qu'ont vécu beaucoup de femmes aujourd'hui, par rapport à des hommes. Alors, il y a aussi des histoires avec des femmes qui sont perverses, narcissiques, hein, ça existe aussi tout autant. Mais c'est un phénomène. Tu penses que c'est un phénomène de société ou c'est quelque chose qui a toujours été là et dont il. Moi, je pense qu'il a changé de terminologie, mais aussi par le fait qu'on est dans une société bien plus narcissique aussi, et on a une technologie qui permet à l'être humain d'ouvrir une part du cerveau un peu perverse, quoi. Tu vois, et cette perversion, quelque part, elle est attirante pour tout le monde. En nous tous, il y a une curiosité par rapport à la perversion. La preuve, c'est qu'on adore des films un peu, justement, de ce type-là. Mais après, c'est savoir quoi en faire. Cédric, son problème à lui, c'est qu'il n'a pas été résoudre un problème. Au lieu d'aller résoudre un problème, il a fermé ses émotions. Et à partir de là, il a pu vivre cette vie en tant que pervers narcissique manipulateur, tu vois, sans l'émotion. Lui, ça le fait jubiler de voir quelqu'un souffrir. Mais encore une fois, cette histoire-là est très bien établie pour Chloé. Parce qu'évidemment, elle ne va pas s'en sortir sans séquelles. Et on le verra par la suite. C'est justement le corps. Qu'est-ce que le corps a subi? Les traumas. Justement, l'importance du trauma sur le corps. Elle va vraiment, là, elle va devoir faire un travail énorme sur ça en le quittant et justement finalement en finir avec cet abandon. Donc ça va lui permettre d'aller voir sa psy et lui dire maintenant on termine ce travail sur le sentiment d'être abandonné. Cessons, quoi. Parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'enfin sa base qui lui manquait à 14 ans, elle va pouvoir la récupérer. Et pour finir un peu... il y a la question le problème de l'AVC. C'est un AVC. Où Chloé perd quasiment la vue, quoi. Il y a la question de l'intériorisation de la souffrance, l'intériorisation des traumas, qui va conduire aux maladies auto-immunes. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, c'est un problème qui est devenu très fréquent. Beaucoup de femmes de plus de 30 ans sont confrontées à ça.
c'est vraiment le corps qui se rebelle. Alors, maladie auto-immune, c'est vraiment quelque chose de... c'est quand le corps se révolte, le système immunitaire commence à se révolter. Ça peut prendre plein de formes. Beaucoup de formes sont intestinales, si j'ose dire, maladie de Crohn, maladie cœliaque, ce genre de choses, intolérances alimentaires fréquentes. Toi, il y a eu la question du lupus, donc qui est une maladie très violente dont on mourait il y a encore pas si longtemps. Et puis ça s'est doublé avec quelque chose qui vraiment m'a paru assez répugnant. Je suis désolé, c'est la question de l'herpès, c'est-à-dire et pas l'herpès, un petit bouton de fièvre, hein, c'est le vrai herpès. Et celui dont on ne se débarrasse pas, quoi. Et ce Cédric qui refile ça. Et il dit, mais tu m'as refilé quelque chose qui s'en va pas, quoi. Enfin, c'est pas le sida, mais c'est quand même, quoi. Enfin, c'est compliqué d'avoir des relations non protégées après avec ça. Et il dit, non, mais tu prends un antibiotique, t'en as rien à faire, quoi. Ouais, et de toute façon, et il a quand même rajouté, de toute façon, tu l'aurais eu. Oui, voilà. Mais quelque part, on est tous porteurs d'un virus. On est tous porteurs du virus herpétique. Mais le problème chez Chloé, et donc... ce corps s'affaiblit et l'herpès est devenu chronique. Ah, c'est ça. Donc ça devient un enfer parce que t'as tes règles, tu finis, tout est en bas, tu continues avec un herpès, donc t'as plus de vie. Ah ouais. Et en plus de ça, t'as un mari qui te demande de baiser beaucoup, vraiment beaucoup, et pas qu'avec lui, et il t'engueule, mais il t'engueule parce qu'il a l'herpès qui t'a refilé quand même. Donc ça devient un truc, mais complètement vicieux. Et par la suite, ça a été très très compliqué d'apaiser un herpès chronique parce que ça attaque tout le système nerveux. Tu as des instants de paralysie où tu peux plus bouger. Wow. Tu as vraiment des douleurs énormes. Moi, ça pouvait me clouer au lit pendant bien 10 jours. C'était très très violent. Et sans savoir qu'il y avait déjà un lupus qui se déclarait. On a su par la suite, et c'est bien plus tard, que mon infarctus rétinien bilatéral serait dû quand même à un lupus, mais évidemment à des chocs psychologiques. Après, c'est tout le combat, et ça on en reparlera plus tard, justement, des maladies auto-immunes et ce combat médical où il n'y a aucun médecin qui vous met, tu vois... qui découvre et qui peut vous aider, et ça c'est très très long. C'est très long en fait de te déclarer avec telle et telle maladie auto-immune. C'est ça qui est aussi frustrant, c'est que tu es dans un vide médical. Mais tu vois, mais là, ce que je vivais déjà avec lui dans cette histoire, c'est que j'étais enfermée une fois encore dans un silence. Et là, sans le savoir, mon corps sérieusement commençait à subir des choses qu'il allait me montrer par la suite, vraiment. Et à nouveau, je pouvais pas le montrer. Et comme tu dis, c'était une étape de vie pour Chloé. C'est-à-dire que, enfin, ça, voilà, donc c'était ton premier livre, mais c'est le deuxième tome finalement de cette trilogie Chloé. On parlera du troisième tome qui normalement devrait apparaître l'année prochaine dans un prochain podcast. Mais il y a toute une étape, il y a tout un parcours de vie, et je trouve, pour finir un peu là-dessus, je trouve ça quand même très courageux de dire, en fait, cette étape était un peu nécessaire. Mais complètement. Complètement. Même si les séquelles sont... je paye un prix très cher de ce que j'ai vécu. Hein, et je l'assume. Je l'assume parce qu'il n'y a pas d'autre... parce que c'est comme ça qu'on peut aller sur un vrai chemin profond de guérison. Guérison qui ne sera jamais totale, mais en tout cas guérison, tu vois, guérison de l'âme et aussi tranquillité du corps. Sans cette étape-là, il n'y aura pas la suite, tu vois. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas la suite. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Gary. Et on part sur un prochain podcast. Joli bordel.